Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a effectué vendredi une visite sur le site du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. Ce centre basé à Abidjan va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'initiative du PAM, le Programme alimentaire mondial, ce centre va permettre aux pays membres d'échanger les bonnes pratiques en matière de lutte contre la faim et la malnutrition. Il aura aussi pour vocation de mener des plaidoyers auprès des États et des partenaires privés pour un meilleur financement des politiques de lutte contre la famine. Daniel Kablan-Duncan, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Mahama Traoré. Ce sera le premier centre en Afrique qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre dans un premier temps. On espère, si les choses marchent bien, toute l'Afrique à partir d'ici. Il y a déjà un autre centre en Chine qui couvre l'Asie. Il y a le centre donc, du Brésil qui couvre l'Amérique latine. Donc on va avoir un autre centre ici qui va couvrir probablement non toute l'Afrique. C'est un élément important. Remercier et féliciter à nouveau le PAM, le Programme alimentaire mondial, avec toutes les structures des Nations Unies, d'ailleurs en charge donc, de l'agriculture, la lutte contre la faim. C'est donc le PAM, la FAO, le FIDA et donc le mouvement SUN aussi, parce que le dossier de la faim est un dossier très, très important pour la Côte d'Ivoire. On veut servir d'exemple pour montrer au monde ce que la Côte d'Ivoire fait dans ce domaine. Et les progrès sont importants. Je prends quelques exemples au passage. Vous avez par exemple le goitre qui existe dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Et justement qu'on met du sel iodé pour la nourriture et puis le goitre disparaît. Le taux d'allaitement était tombé à 12. Et maintenant, nous sommes autour de 23,5%. Donc, ces choses bougent et l'objectif, c'est d'arriver donc à 50%. Après les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, c'était au tour de la plateforme syndicale et des parents d'élèves d'échanger avec le médiateur de la République. Il s'agit pour Adama Toungara de trouver à travers ces différentes rencontres des solutions aux préoccupations posées par les enseignants. Les explications de Salimata Dia. Écouter, conseiller les différentes parties et protéger le système éducatif ivoirien. Dans sa mission, le médiateur de la République poursuit les consultations pour un dénouement total de la situation actuelle de l'école ivoirienne. C'est d'abord la plateforme syndicale qui a été entendue par Adama Toungara. Elle revendique entre autres le principe de révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi. Nous invitons une fois de plus tous nos camarades à effectivement s'aligner dans les résolutions de l'Assemblée générale qui est de reprendre effectivement les cours et de faire confiance aux médiateurs et de faire confiance aux discussions que nous sommes en train de mener. Et nous avons pris bonne note des conseils qu'il nous a prodigués. Nous avons convenu d'aviser et de lui revenir. Nous nous sommes entendus sur une méthode pour arriver à ce que tous les enseignants reprennent le chemin de l'école et aussi d'aller au-delà de la crise actuelle, d'aller en profondeur de tout ce qui affecte le système éducatif dans notre pays. Ensuite, ce sont les parents d'élèves également préoccupés par la situation qui ont été reçus. On s'est accordé sur un certain nombre de points et de conduire un certain nombre d'actions qui vont nous emmener dans l'apaisement pour que les enfants reprennent très vite les cours dans les écoles. Je voudrais donc rassurer tous les parents que nous continuerons de travailler avec eux pour atteindre cet objectif. Les résultats de ces consultations devront être présentés au gouvernement dans les jours à venir. Quelle est la place des femmes dans l'environnement de l'entrepreneuriat numérique? Comme élément de réponse, la proportion reste bien entendu très faible, mais les femmes s'y intéressent progressivement. De la filière bien-être et beauté en passant par l'artisanat, elles entendent dorénavant donner du sens à leur projet avec cette nouvelle manière d'entreprendre. Malgré de nombreux obstacles et le manque de financement, elles font leur entrée dans l'entrepreneuriat tech. Salimata Dia les a rencontrées. De son bureau à la Riviera Palmeraie, Macha fait le point des rendez-vous des séances de beauté confirmées pour la semaine.
Sa plateforme, Aphrodite, est l'interface entre les clients et les beauty artistes, des prestataires de beauté rigoureusement sélectionnés par l'équipe de Macha. C'est une plateforme de mise en relation, de prestation de services beauté en ligne. Aujourd'hui, on peut réserver son chauffeur en ligne, on peut réserver sa nourriture. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui va faire la relation entre le client et le professionnel. D'autant plus qu'on a remarqué aujourd'hui que la femme africaine, en général active, n'aime pas trop se déplacer pour certaines prestations. Voilà 2 ans que cette start-up est lancée par cette femme de 29 ans. C'est en 2015 qu'elle décide de s'y consacrer totalement alors qu'elle bossait dans un organisme humanitaire avec un master en droit et action humanitaire. Cette passionnée de beauté décide alors d'affronter les réalités du milieu de l'entrepreneuriat. L'idée était plutôt très bien accueillie, mais il y avait quand même quelques réserves qu'émettaient certains professionnels et certains clients à l'encontre d'Aphrodite. Les professionnels déjà, souvent ils se disaient que c'était une anarque. C'était très difficile, d'autant plus qu'on n'a bénéficié d'aucun prêt et tout a été fait en général sur fonds propres. Par contre, ce qu'on a voulu faire, on a voulu participer quand même à des concours pour se faire connaître et puis pour pouvoir se faire aider aussi avec certainement les fonds qu'on aurait eus. Aujourd'hui, Aphrodite affiche une bonne clientèle et un service qui séduit. Un exemple de start-up parmi tant d'autres. À la Fondation Jeunesse Numérique, Linda Vallée détecte et accompagne les jeunes Ivoiriens porteurs de projets innovants. Et dans le milieu des start-up, les femmes font leur entrée. Aujourd'hui, au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique, la promotion 2018 comptait environ une dizaine de start-upeuses. Donc c'est relativement peu par rapport au nombre de start-up qu'on accompagne. Et ce qui est prévu pour la prochaine édition de l'appel à projet, c'est justement d'imposer d'avoir au moins une femme parmi les promoteurs principaux des projets qui sont présentés. Face à la problématique de la difficulté d'accès aux fonds d'investissement, la Fondation leur offre des possibilités d'affaires avec les investisseurs. C'est le cas de Sarah avec sa start-up Imoso dans le domaine du vivrier. Elle a pu rencontrer un investisseur d'un réseau de business angels au niveau africain qui est venu nous voir et qui a passé du temps avec elle de manière à vraiment challenger son business et l'aider spécifiquement à améliorer ses processus et son organisation interne. S'insérer dans le milieu des start-up, jusque-là dédié aux hommes, reste encore un challenge pour bon nombre de femmes, bouillonnantes de projets à fort potentiel dans le domaine du numérique. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a un nouveau président. Paulin Dano, maire d'Atekoubé, succède à Gilbert Koné Kafana, député maire de Yopougon et président de l'UVICOSI depuis décembre 2013. Paulin Dano a été élu à la suite de l'Assemblée générale ordinaire et élective de l'organisation. Didier Nguessan pour le compte-rendu. Ovationné par ses pairs, le maire d'Atekoubé, Paulin Dano, vient d'être élu président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. À l'issue de l'Assemblée générale de l'Union, Paulin Dano remporte l'élection du président du bureau exécutif avec 150 voix contre 13 pour son adversaire, Olivier Djabidje, maire de la commune de Zionoula. Le nouveau président de l'UVICOSI entend ouvrir de nombreux chantiers. Ce que les populations attendent de nous aujourd'hui, c'est que nous apportions les équipements de proximité, que nous soyons le bras séculier du gouvernement dans sa politique de proximité. Nous devons faire en sorte que la croissance connue par notre pays devienne une croissance inclusive. C'est par la participation citoyenne que nous incarnons en tant que maire que nous allons réaliser cela. Donc les maires de Côte d'Ivoire sont disponibles pour être aux côtés du gouvernement, constituer une force de proposition et d'action pour le bien de nos concitoyens. Les jeunes ont besoin de perspectives d'emploi et les populations ont besoin d'équipements de proximité. C'est notre rôle d'agent de développement. En marge de cette assemblée générale, les élus municipaux ont été formés pour une gestion plus efficace de leur commune. La gestion municipale, c'est une gestion administrative extrêmement lourde parce que vous avez les aspects institutionnels, c'est-à-dire le fonctionnement même des organes qui composent la commune, l'administration communale. Vous avez toutes les questions relatives aux finances. On n'a pas fait ça dans la vie. Nous avons donc besoin de toutes ces compétences, disons, pour que nous puissions effectivement faire face aux besoins de nos populations. Nous sommes de nouveaux élus
Et il était important que nous puissions venir voir et nous imprégner de nos tâches, de nos missions par rapport à nos populations locales. Nous sommes là pour essayer de comprendre un peu quels sont les rudiments qu'on peut nous apporter pour mieux comprendre la mission qui est la nôtre et être plus efficace sur le terrain. Le ministre de la Ville, François Amichia, a apporté son soutien au maire et décliné quelques projets de son département ministériel. Il s'agit notamment de la mise sur pied d'une politique nationale de la ville, de la création d'un observatoire des données urbaines et d'un programme d'urgence de mise à niveau des quartiers défavorisés. La nouvelle est tombée samedi après-midi. Bernard Dadier est mort. L'auteur de Climbié et d'autres classiques de la littérature africaine a définitivement rangé sa plume. Il avait 103 ans. Franck Quadio. Ce grand homme s'était éteint aujourd'hui à 14 h à Abidjan. La nouvelle avait circulé sur les réseaux sociaux et dans divers milieux à Abidjan. Elle vient d'être confirmée. Bernard Dadier est mort. Le père de la littérature ivoirienne s'en est allé. Il a tiré sa révérence à l'âge de 103 ans. L'homme était fatigué. Il n'est plus apparu en public depuis la célébration de son centenaire. La Côte d'Ivoire et le monde de la culture africaine perdent un monument. L'auteur des œuvres Climbié, Paille Noire et Toroyini aura marqué l'école ivoirienne par ses écrits et contribué à la naissance de la littérature ivoirienne. C'était plutôt le commentaire d'Issa Chonan Iyo, poète romancier, homme de théâtre, mais également homme politique, qui était Bernard Dadier, le portrait du pionnier du théâtre africain avec ce reportage. Labouré par la faim et le feu, je fus une terre arable. Page noire pour l'auteur du Paille Noire. Dans la plantation entre Bassam et Benjamin. Puis mon oncle me prend, tout petit. Bernard Dadier a définitivement rangé son manuscrit 10 janvier 1916, 9 mars 2019, 103 ans de vie foisonnante au service de la littérature, romans, nouvelles, chroniques, poésie. Considéré comme le père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier s'en est allé. Fils d'auxiliaire de l'administration coloniale, il abandonne même les études, car fuyant les sévices corporels à l'école. Mais en octobre 1924, à Dabou, la réconciliation avec les Bans tracera les sillons de l'homme vers la quête du savoir. Épris de justice, il entre dans l'engagement politique au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, il rejoint l'administration de Félix Houphouët-Boigny en 1960 et occupe plusieurs postes de responsabilité, dont celui de ministre de la Culture entre 1977 et 1986. Mais l'impact de Dadier, c'est son abondante œuvre littéraire, le fabuleux roman Climbié, classé par les critiques comme récit autobiographique qui dénonce le poids de la colonisation sur notre culture. Les nouvelles, le Paille Noire, Légende africaine entre autres, La Ronde des jours, les lignes de nos mains en poésie, en théâtre, Béatrice du Congo, Les voix dans le vent, des chroniques telles Un nègre à Paris. Bernard Dadier, membre de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, s'en est allé. Il laisse un univers littéraire encore inexploré, tant les thématiques les plus diverses et qui ont fait l'objet de colloques sont encore à éplucher. Adieu, Dadier, vive la plume. Le commentaire était signé Franck Quadio. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. En Guinée-Bissau, les électeurs doivent choisir leurs députés avec l'espoir de sortir de plus de 3 années de crise politique. La campagne électorale s'est déroulée dans l'effervescence et s'est terminée vendredi soir par d'immenses meetings à travers tout le pays. Ces élections législatives sont une étape cruciale pour la Guinée-Bissau. Et puis au Rwanda, Anselme Mutuyimana, cadre de l'opposition et assistant de Victoire Ingabire, a été assassiné dans la nuit de vendredi à samedi. Victoire Ingabire est l'une des principales figures de l'opposition rwandaise.
Le corps du porte-parole du principal parti d'opposition a été retrouvé dans la forêt de Guichouati, dans le district de Routsiro. Selon Victoire Ingabire, il s'agit bel et bien d'un assassinat politique. Merci à vous tous qui avez suivi ce bulletin d'information. L'information, justement, elle continue sur www.rti.ci.